Salut Jean-Pierre, écoute, je vais essayer de faire bref. Pour ce message, j'aimerais beaucoup que tu produises un documentaire sur la performance que nous prépare un acteur qui s'appelle Jean-Marc Avocat et qui va reprendre la trilogie racinienne, c'est-à-dire Bérénice, Phèdre et Andromaque au théâtre de la Croix-Rousse. Ce qui est étonnant dans le truc, c'est que le comédien se tape tous les rôles, si tu veux. Et c'est quelque chose de très, très impressionnant. Et la première fois que je l'ai vu sur scène, c'était dans Phèdre, seul sur scène. J'ai pensé tout de suite à Marlon Brando dans Apocalypse Now. Une présence, un crâne luisant, une voix d'ailleurs. Alors, je me disais qu'il fallait qu'on le rencontre, qu'on suive le comédien et qu'on filme les coulisses de l'exploit, comme de sa vie, pour l'assiéger avec notre valise de pourquoi, voilà. De par ma gueule, j'ai eu très peu l'occasion de jouer des amoureux. Mais même quand j'étais au conservatoire, quand j'étais jeune et tout, j'étais l'autorité, la violence, les flics, les truands, les personnages forts, comme on dit. L'amour, jamais. J'avais vraiment envie de jouer, de dire « je t'aime » en scène ou devant une caméra. Et donc, je me suis dit, je vais me faire un condensé d'amour avec Bérénice. Parce que Bérénice, c'est une tragédie où il ne se passe rien que de l'amour. Je me suis fait une bonne dose d'amour fictionnel, évidemment, mais bon, je me suis rattrapé un peu de tous ces personnages que j'avais joués qui n'étaient pas des amoureux, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être qu'on me dise, est-ce que j'ai une gueule qui n'inspire pas l'amour ? Acte premier. Hippolyte, Théramène, Énone, Phèdre, Panope. Racine, c'est l'art du mouvement des mots, du mouvement de la phrase, du mouvement de l'alexandrin, du vers. C'est l'art de ce mouvement-là, sans fioriture, sans commentaire. Le dessin en est pris. Je pars, cher Théramène, et quitte le séjour de l'aimable Trézène. Dans le doute mortel dont je suis agité, je commence à rougir de mon oisiveté. Depuis plus de 6 mois, éloigné de mon père, j'ignore le destin d'une tête si chère. J'ignore jusqu'aux lieux qui le peuvent cacher. Et dans quel lieu, Seigneur, l'allez-vous donc chercher? Déjà, pour satisfaire à votre juste crainte, j'ai couru les 2 mers que séparent Corinthe. J'ai demandé Thésée au peuple de ces bords où l'on voit l'Achéron se perdre chez les morts. J'ai visité l'Élide et, laissant le Ténare, passé jusqu'à la mer qui vit tomber Icare. Sur quel espoir nouveau, dans quels heureux climats croyez-vous découvrir la trace de ses pas? Qui sait même, qui sait si le roi, votre père, veut que de son absence on sache le mystère? Et si, lorsqu'avec vous nous tremblons pour séjour,
tranquille, et nous cachant de nouvelles amours. Ce héros n'attend point qu'une amante abusée. Chère Théramène, arrête et respecte Thésée. De ces jeunes erreurs, désormais revenues, par un indigne obstacle, il n'est point retenu. Et, fixant de ses voeux l'inconstance fatale, Phèdre, depuis longtemps, ne craint plus de rival. Enfin, en le cherchant, je suivrai mon devoir, et je fuirai ces lieux que je n'ose plus voir. Et depuis quand, Seigneur, craignez-vous la présence de ces paisibles lieux, si chers à votre enfance, et dont je vous ai vu préférer le séjour au tumulte pompeux d'Athènes et de la cour? Quel péril, ou plutôt, quel chagrin vous en chasse? Cet heureux temps n'est plus, tout a changé de face, depuis que, sur ces bords, les dieux ont envoyé la fille de Minos et de Pasiphae. J'entends de vos douleurs la cause méconnue. Ce que fait Jean-Marc, c'est l'œuvre d'une vie. C'est-à-dire, c'est comment un acteur, et j'allais dire, comment un homme, un être humain, va à ce point s'accaparer un auteur pour devenir l'œuvre de l'auteur. Et je crois que Jean-Marc, là, il fait pas une performance d'acteur. Il invente une œuvre. Je me tais. Cependant, Phèdre sort d'une mer. Phèdre est d'un sang. Seigneur, vous le savez trop bien, de toutes ces horreurs, plus chargé que le mien. Quoi? Ta rage. C'est autant sans doute une performance pour lui. Je ne pense pas qu'il se présente en tant que performeur, c'est profondément un comédien. Ce que je ressens, c'est que c'est sans doute un travail qui a à voir très profondément avec ce qu'est sa vie personnelle, sa vie privée. Donc c'est souvent des dépassements de soi-même, soit en tant que comédien, soit en tant qu'artiste, qui interviennent dans ces choix-là. Pour moi, c'est complètement surnaturel. Le connaissant un peu, je me rends compte que c'est vraiment un travailleur acharné, que quand il a une idée derrière la tête, il faut qu'il aille jusqu'au bout et il se donne tous les moyens possibles et inimaginables. Et là, c'est sûr que c'est une performance. Après, c'est aussi sûrement quelque chose dont il a besoin. Je pense que c'est quelqu'un qui, encore plus que les autres, ne fait pas la différence entre l'acteur et l'homme. Dans le sang, innocent, brûle de se plonger. Et qu'il a vraiment pas peur de donner de sa personne. Et sûrement que pour lui, cette performance racinienne est quelque chose d'indispensable. La performance, je n'ai pas cherché à battre un record du nombre de vers par cœur. Alors il se trouve que là, effectivement, j'en joue 3, ce qui en représente un certain nombre. Pas loin de 5000. Un vers, ça va, et alors 5000... Vraiment, le point de départ de mon travail, ça a été de vouloir transmettre Racine tel que j'avais l'intuition qu'il est constitué. Et non pas avec des idées à moi, pas avec des idées esthétiques, mais avec vraiment de transmettre l'essentiel. Alors c'est peut-être très prétentieux. De toute façon, je me suis fait taxer de mégalomane souvent, hein, donc j'assume. Hein, bon. Mais d'être vraiment... En plus, ce qui m'importe, moi, c'est que Racine parvienne aux gens. Et quand j'ai des retours du genre c'est la première fois que j'entends la pièce comme ça, je considère que mon taf il est fait, quoi. Parce que je suis un passeur.
Un passeur qui fait de l'alchimie, c'est-à-dire que quand je répète, je fais ce découpage des césures, le travail des rythmes, des accélérations, des niveaux sonores, enfin bon, tout un tas et puis après, ce qui est important, c'est que le public n'entende pas ce travail-là. Hippolyte demande à me voir en ce lieu. Hippolyte me cherche et veut me dire adieu. Ismène, dis-tu vrai? N'es-tu point abusé? C'est le premier effet de la mort de Thésée. Préparez-vous, madame, à voir de tous côtés voler vers vous les cœurs par Thésée écartés. Aricie, à la fin de son sort et maîtresse, et bientôt à ses pieds verra toute la Grèce. Ce n'est donc point, Ismène, un bruit mal affermi. Je cesse d'être esclave et n'ai plus d'ennemis. Non, madame, les dieux ne vous sont plus contraires, et Thésée a rejoint les mânes de vos frères. Dit-on quelle aventure a terminé ses jours? On sème de sa mort d'incroyables discours. On dit que, ravisseur d'une amante nouvelle, les flots ont englouti cet époux infidèle. On dit même, et le bruit est partout répandu, qu'avec Pirithous, aux enfers descendu, il a vu le Cocyte et les rivages sombres, et s'est montré vivant aux infernales ombres. Mais qu'il n'a pu sortir de ce triste séjour et repasser les bords qu'on passe sans retour. Croirais-je qu'un mortel, avant sa dernière heure, peut pénétrer des morts la profonde demeure? Quel charme l'attirait sur ces bords redoutés? Thésée est mort, madame, et vous seul en doutez. Athènes en gémit, Trézène en est instruite, et déjà pour son roi reconnaît Hippolyte. Phèdre, dans ce palais, tremblante pour son fils, de ses amis troublés, demande les avis. Et tu crois que, pour moi, plus humain que son père, Hippolyte rendra ma chaîne plus légère, qu'il plaindra mes malheurs? Madame, je le crois, l'insensible Hippolyte est-il connu de toi? Sur quel frivole espoir penses-tu qu'il me plaigne et respecte en moi seul un sexe qu'il dédaigne? Tu vois depuis quel temps il évite nos pas et cherche tous les lieux où nous ne sommes pas. Le texte est absolument extraordinaire, il est vrai, mais c'est ce que ça raconte qui est aussi extraordinaire, et ce sont des personnages extraordinaires à jouer pour ça. Et qu'en plus, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que moi, je l'ai joué la première fois à 23-24 ans. Je rêverais de le jouer à nouveau parce qu'ils vous poursuivent, c'est-à-dire qu'ils évoluent avec nous. Contrairement à certains personnages qu'on ne peut jouer qu'à 23 ans et pas à 50, parce qu'ils ont une psychologie qui est caractéristique d'un âge. Mais les personnages raciniens nous poursuivent, je veux dire, tout au long de notre vie. Moi, voilà, quand j'ai joué Andromaque la première fois, je n'avais pas d'enfant à l'époque. Vainement voulez-vous éviter, déjà plein de langueur, ne pouvez-vous quitter. Le nom d'amant peut-être offense son courage, mais il en a les yeux, s'il n'en a le langage. Que mon cœur, cher Ismène, écoute avidement un discours qui, peut-être, a peu de fondement. Oh, toi qui me connais, te semblait-il croyable que le triste jouet d'un sort impitoyable, un cœur toujours nourri d'amertume et de pleurs, dût connaître l'amour et ses folles douleurs? Reste du sang d'un roi, noble fils de la terre, je suis seul échappé aux fureurs de la guerre, j'ai perdu dans la fleur de leur jeune saison. Si, frère, quel espoir d'une illustre maison, le fer moissonne à tout, et la terre humectée bu à regret le sang des neveux d'érectés. Tu sais, depuis leur mort, quelle sévère loi défend à tous les Grecs de soupirer pour moi. On craint que de la sœur les flammes téméraires ne raniment un jour la cendre de ses frères. Mais tu sais bien aussi de quel œil dédaigneux je regardais ce soin d'un vainqueur soupçonneux. Tu sais que de tout temps à l'amour opposé, je rendais souvent grâce à l'injuste Thésée. Ça évoque les Jeux Olympiques du théâtre, quoi, un petit peu. Une performance incroyable.
Et puis aussi, ça évoque un peu de jalousie, parce qu'on a quand même envie de dire, mais attends, on est là, on pourrait jouer avec toi aussi. Il y a quand même un petit quelque chose de cet ordre-là quand on est comédien. On se dit, c'est quand même dommage, c'est une distribution, il y a 8 acteurs, qui soient tout seuls. M'a volé le rôle d'Andromaque, on peut le dire. La vengeance est un plat qui se mange froid. Voilà ce que je peux répondre. Bon, a priori, on peut se dire, quand on me voit, Bérénice, Phèdre, Andromaque, c'est pas évident, quoi, parce que je suis pas vraiment exactement une femme, je suis pas exactement une jeune femme, enfin, ni même un jeune homme, enfin bon. Et donc, il y a effectivement une critique qui a écrit qu'au départ, on était un peu désorienté, parce qu'on voit arriver une Bérénice, en l'occurrence, c'était Bérénice chauve et légèrement bedonnante. Le légèrement étant très sympathique, mais encore pire, je crois, que s'il n'y est pas, mais qu'après on oublie et qu'on voit une Bérénice, et je pense que chaque spectateur ou autrice se voit une Bérénice fantasmatique dans la tête. Je trouve que les femmes sont terriblement émouvantes. Elles m'émeuvent depuis... j'ai bientôt 62 ans. Je pense que, aussi loin que ma mémoire remonte, j'ai toujours trouvé la compagnie des femmes bienfaisantes, passionnantes, et j'ai toujours recherché les femmes. J'ai jamais pu concevoir ma vie sans les femmes. Jusqu'à leur piquer leur rôle, quand même. Jusqu'à leur piquer leur rôle, exactement. Mais je trouve assez passionnant d'aller voir du côté des femmes, et notamment par ces personnages. Toutes les 3 pièces sont des histoires d'amour. L'écho qu'il y a de l'une à l'autre, c'est que toutes ces histoires d'amour sont tragiquement impossibles, et je suis pas loin de penser que la passion et la réalité sont incompatibles, même sur le plan de ma propre vie, c'est-à-dire que la gestion quotidienne, j'ai toujours été d'une extrême maladresse dans la gestion quotidienne de mes histoires d'amour. Les grandes envolées lyriques d'une nuit, d'une semaine, ça, je pense que j'avais que j'ai d'ailleurs toujours un certain talent pour ça, comme ça, mais la gestion réaliste d'une histoire, j'ai été assez incompétent en la matière. Au jour qu'il souillait toute sa pureté. Elle expire, Seigneur. Une action si noire que ne peut, avec elle, expirer la mémoire. Il a eu un problème de santé très sérieux il y a quelques années. Il a eu un problème cardiaque. Donc c'est quelqu'un qu'on pourrait juger extrêmement fragile. Il devrait être prudent. Le vois-je, quelle horreur, dans ces lieux répandus, fait fuir devant mes yeux ma famille éperdue. Si je reviens, si craint et si peu désiré, oh ciel, de ma prison, pourquoi m'as-tu tiré? Je n'avais qu'un ami. Son imprudente flamme du tyran de l'Épire allait ravir la femme. Je servais à regret ses desseins amoureux, mais le sort, irrité, nous aveuglait tous deux. Ce qui est tout à fait bouleversant, c'est qu'on voit bien qu'il va chercher chez Racine la force d'être vivant, que ça se passe au-delà du talent de l'acteur, c'est l'œuvre d'une vie. Et voisin de l'empire des ombres, les dieux, après 6 mois, enfin m'ont regardé. J'ai su tromper les yeux par qui j'étais gardé. D'un perfide ennemi, j'ai purgé la nature. À ces monstres, lui-même a servi de pâture. Et
lorsqu'avec transport, je pense m'approcher de tout ce que les dieux m'ont laissé de plus cher, que dis-je, quand mon âme, à soi-même rendue, vient se rassasier d'une si chère vue. Claudel, pour moi, a donné une des plus belles définitions de Racine. Il a dit Racine, c'est la détonation de l'évidence. La détonation de l'évidence, c'est d'un seul coup quelque chose, c'est tellement la vérité, c'est tellement l'essence même de l'être et qui explose aux yeux, aux oreilles des spectateurs. C'est donc un prodige inouï parmi nous. La fameuse musique racinienne, ta-ta-ta, 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 c'est de la connerie ça. Tous les vers ont un rythme particulier. Essuyez plus d'outrage. Ah, Seigneur, que le ciel, j'ose ici l'attester, de cette loi commune, a voulu m'accepter. Oui, à propos de musique, moi je trouve que le spectacle d'avocat, ça me fait penser un peu à un concert de free jazz. Je m'explique. Si jamais vous regardez ça à la télé ou sur un disque, c'est pas pareil. Mais si jamais vous êtes dans la salle avec les autres, avec leur respiration, leur vibration, vous avez une grande chance de vous laisser emporter par l'histoire. Voilà ce que je voulais dire. Ne sera pas en vain imploré par mon père. On ne voit point deux fois le rivage des morts. Seigneur. On ne peut pas ne pas penser à cette phrase célébrissime. Enfin bon, tant pis, allez, je la répète. Concernant donc le jazz, Jean-Paul Sartre disait « Le jazz, c'est comme les bananes, ça doit se consommer sur place ». Tout autre aurait, pour moi, pris les mêmes ombrages, et j'en aurais peut-être essuyé plus d'outrages. Ah, Seigneur! J'ai le sentiment de ne rien improviser du tout en tant qu'interprète. D'un soir à l'autre, je respire toujours aux mêmes endroits, je fais les mêmes accélérations, les mêmes... ce qui peut être de l'ordre de l'improvisation, c'est l'éventuel état de grâce, entre guillemets, dans lequel on peut rentrer quand il y a cette détonation de l'évidence, que ça devient évident. Mais ça, c'est quelque chose que je ressens, moi, sur le plateau, quand il y a vraiment une adéquation presque parfaite entre ma transmission et la réception du public que je ressens. Le phénomène théâtral lui-même et cette étrange relation, cette relation aussi complexe et si étrange, qui s'établit entre deux personnes, un spectateur et un acteur. À partir de là, le théâtre existe. Il m'est arrivé, moi, de mettre en scène des spectacles avec un seul acteur, ce qui est encore tout à fait différent. Mais ça, c'est à la carte, ça, c'est selon les besoins de chacun. Sur Racine, il a son propre rêve, son propre théâtre intérieur qui est suffisamment puissant pour pouvoir s'exprimer tout seul. Il le joue comme un boxeur, puisqu'il arrive avec cette espèce de robe de chambre. Il a ses poignets comme Anthony Quinn dans la Strada. À chaque acte, il va sur son fauteuil et il boit la gourde comme ça, d'une manière un peu brutale. Avec de l'eau, il se gargarise la bouche pour se rafraîchir la bouche. Ce qui l'intéresse, c'est la brutalité de l'œuvre. Et c'est vrai que quand tu mets une colonne, ou quand tu te mets en jupette, ou quand tu mets une toge, ou quand tu te coiffes comme il se coiffait, ben évidemment, tu vas emmener l'œuvre dans le symbolique. Or, lui, ce qu'il veut, c'est brut de décoffrage. Donc, brut de décoffrage, ça veut dire, et on revient à ça, ça veut dire l'homme face à l'œuvre. L'homme face à l'œuvre. Et il ne faut rien qui puisse distraire l'attention des gens. Tout est dans son rapport au texte, dans cette façon dont physiquement, parce qu'attention, les gens le voient, il est en âge, c'est-à-dire c'est un effort physique
colossal. C'est pas du tout un spectacle intellectuel. C'est-à-dire, c'est comment ce texte, il va le chercher dans ses muscles, dans son sang, dans ses veines. Un frein plus légitime arrête mon audace. Je vous cède, ou plutôt je vous range une place, un sceptre que, jadis, vos aïeux ont reçu de ce fameux mortel que la terre a conçu. L'adoption le mit entre les mains d'Égée. Athènes, par mon père, accrue et protégée, reconnut avec joie un roi si généreux, et laissa dans l'oubli vos frères malheureux. Athènes, dans ses murs, maintenant vous rappelle. Assez, elle a gémi d'une longue querelle. Assez, dans ses sillons, votre sang englouti a fait fumer le champ dont il était sorti. Trézène m'obéit. Les campagnes de Crète offrent aux fils de Phèdre une riche retraite. L'Attique est votre bien. Je pars et vais, pour vous, réunir tous les vœux partagés entre nous. Je crois que c'est là le cœur de ce type de théâtre. C'est le sommet, je pense, de l'alexandrin dans la littérature française, le Racine. En plus, c'est un auteur qui utilise peu de mots, Racine, par rapport à d'autres. Donc, en fait, je crois qu'il utilise 2000 mots en tout, ce qui est peu. Et donc, après, c'est comment les mots sont combinés les uns par rapport aux autres. C'est comme les notes, hein. Les notes, il n'y en a pas 50 000, et avec les mêmes notes, il y en a qui écrivent des requiem, et puis il y en a qui écrivent le petit vin blanc. Donc, et c'est les mêmes notes, pourtant, qui servent aux deux. Et là la façon dont les vers sont agencés à l'intérieur des phrases, comment la syntaxe est au service de la pensée. Mes vœux t'ont réservé pour de plus grands besoins. Je t'implore aujourd'hui, venge un malheureux père. J'en ai eu la confirmation en le jouant comme ça, que c'est exactement là l'angle d'accès au théâtre de Racine. C'est vraiment par la langue. Il ne faut pas la traiter comme un élément parmi d'autres, le décor, la lumière. Non, il faut que ce soit vraiment l'essentiel. La première fois que j'ai vu Jean-Marc dans ces tragédies de Racine, en l'honneur des femmes, c'était à Paris. La seconde fois, c'était ici. Et dans cet exercice que je trouve évidemment tellement singulier, un seul homme qui fait tous les rôles, évidemment c'est fait pour être joué par plusieurs acteurs. Mais quand on a un seul acteur, tout devient au service du vers, du texte, au service du rythme de l'alexandrin, au service du rythme de l'hémistiche. Et on entend comme jamais on a entendu les vers de Racine. Ça fait quand même longtemps qu'on ne joue plus Racine avec des cothurnes et des couronnes de laurier dans les cheveux, hein. On laisse place au sens, quoi, essentiellement. Je crois aussi, puisqu'on doit parler du théâtre peut-être d'une autre façon, que les moyens du théâtre sont de plus en plus limités aujourd'hui. Le choix qu'il fait et que d'autres font de ne pas mettre en scène d'une façon représentative, de ne pas avoir des décors, etc., il naît quand même de ces situations qui sont des situations de médiocrité dans la culture, qui ne donnent pas aux gens les moyens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va orienter son esprit de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a la capacité de faire quelque chose de bien tout le temps avec beaucoup de moyens. Et puis finalement, d'une façon un peu plus zen presque, on va aller vers absolument pratiquement aucun moyen, si ce n'est la présence du comédien et des vers de Racine, en l'occurrence là. Quel est l'étrange accueil qu'on fait à votre père? Mon fils, Phèdre peut seul expliquer ce mystère.
Mais si mes vœux ardents vous peuvent émouvoir, permettez-moi, Seigneur, de ne la plus revoir. Souffrez que, pour jamais, le tremblant Hippolyte disparaisse des lieux que votre épouse habite. Vous, mon fils, me quittez. Je ne la cherchais pas. C'est vous qui, sur ces bords, conduisîtes ces pas. Vous daignâtes, Seigneur, aux rives de Trézène, confier en partant Aricie et la reine. Je fus même chargé du soin de les garder. Mais quels soins, désormais, peuvent me retarder? Assez, dans les forêts, mon oisive jeunesse, sur de vils ennemis, a montré son adresse. Ne pourrais-je, en fuyant un indigne repos, d'un sang plus glorieux teindre mes javelots? Vous n'aviez pas encore atteint l'âge où je touche. Déjà, plus d'un tyran, plus d'un monstre farouche avait de votre bras senti la pesanteur. Déjà, de l'insolence, heureux persécuteur, vous aviez des deux mers assuré les rivages. Le libre voyageur ne craignait plus d'outrage. Hercule, respirant sur le bruit de vos coups, déjà, de son travail, se reposait sur vous. Et moi, fils inconnu d'un si glorieux père, je suis même encore loin des traces de ma mère. Souffrez que mon courage ose enfin s'occuper. Souffrez si quelque monstre a pu vous échapper, que j'apporte à vos pieds sa dépouille honorable, ou que, d'un beau trépas, la mémoire durable, éternisant des jours si noblement finis, prouve à tout l'univers que j'étais votre fils. Et alors on doit se dire, oh là là, oh nom de Dieu, il y en a pour 2h30, et on va se faire chier. Je crois, objectivement, que c'est pas le cas. J'ai très peu de fuites, parce que en fait, les gens sont libres, ils peuvent se casser s'ils ont envie de se casser, et ils ne partent pas. Et donc je pense qu'il y en a qui se font chier, c'est possible, mais je crois que le côté... c'est un spectacle presque... Il y a un côté, comment dire, austère de ma part, mais un spectacle exigeant de ma part, mais qui devient exigeant pour le public. Il y a quelque chose... Une spectatrice m'a écrit une lettre où elle me parle d'une cérémonie, il y a un côté un peu de cérémonie à l'intérieur, où vraiment je capte l'attention et l'imaginaire du public, et auquel cas on perd un peu la notion du temps, la notion de... ou bien, bon, ça ne marche pas et les gens s'emmerdent, mais là, à mon avis, il n'y aurait plus personne à la fin du premier acte si je n'avais pas réussi à les garder. Et puis après, il y a presque un phénomène d'ivresse, enfin, entre cette abondance de mots, et en plus, comme je respecte les pieds ou les syllabes de chaque vers, je respecte les rimes féminines, ce qu'on appelle les diérèses, enfin tout l'arsenal stylistique de l'alexandrin, je le respecte de telle façon qu'il produise un effet sensible et pas uniquement intellectuel. Quel conseil ose-t-on me donner? Ainsi donc, jusqu'au bout, tu veux m'empoisonner? Malheureuse, voilà comme tu m'as perdu au jour que je fuyais. C'est toi qui m'as rendu. Tes prières m'ont fait oublier mon devoir. J'évitais Hippolyte et tu me l'as fait voir. À l'école, et même après, en sortant de l'école, dès que j'étais face à des alexandrins, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette langue? Enfin, c'est incompréhensible. Je m'exaspérais à essayer de comprendre. Je crois que c'est simplement l'enseignement et ce qu'on a fait porter comme si la tragédie était réservée aux adultes expérimentés, mais pas du tout. La tragédie, elle se vit par des gens extrêmement jeunes. Même on voit bien des enfants qui vivent des vraies tragédies. Et être tiraillé entre son devoir et sa passion, c'est quelque chose qui est de l'ordre de... qui est une expérience que même des jeunes peuvent avoir.
avec l'expérience de la vie, un coup de foudre peut arriver à 16 ans comme à 70 ans. Une trahison peut arriver aussi très jeune. Et c'est vrai qu'on est aussi... toute notre vie, on est vulnérable face à ces événements. Mais c'est vrai que jeune, on les reçoit avec ce qu'on a, le bagage qu'on a. Et c'est peut-être un bagage moins fort, donc on est peut-être aussi moins solide face à des événements plus ou moins difficiles. J'ai eu un début de carrière, entre guillemets, avec un peu tous les clichés du comédien, bringueur, buveur, et un troisième B. Oui. et je me suis même fait dépasser moi-même par l'alcool. C'est-à-dire que c'est plus moi qui le maîtrisais, c'est lui qui me commandait. Donc, j'étais arrivé au point où c'était absolument indispensable pour moi, au quotidien, et dès le matin, de commencer. Donc, c'était un peu ou m'arrêter de boire, ou bien boire encore peut-être 2 ou 3 ans, et puis... Donc, j'ai arrêté, et effectivement, il y a un peu dans ma vie professionnelle, personnelle, l'avant et l'après. Il y a eu avant et puis maintenant c'est l'eau. Ne plus boire, c'est totalement différent de ne pas boire. Moi je suis incapable de faire 2 verres par jour. D'ailleurs quand je fais, tu vois, c'est 1650 verres avec... Oui. Donc j'ai changé d'addiction, je suis shooté à Racine. J'ai toujours eu envie de vivre un peu au-dessus de moi-même, au-dessus de mes moyens d'ailleurs aussi. Une œuvre génère un peu le style de son interprétation. Que se passe-t-il? Rien, c'est personnel. Une douleur éternelle que je ne partageais qu'avec le ciel. Le monstre aux yeux verts, synonyme de la jalousie. Taxe l'eau du Sahel, juste pour remplir son jacuzzi. Le capitalisme incarné, là, carrément. Parce qu'on a tourné à la Bourse, à Paris. J'ai pris du plaisir à le faire. Là, 3 jours avant, enfin, ou 3 semaines avant, je ne savais pas qui était MC Solar. Et d'ailleurs, quand j'ai eu le coup de fil pour ça, la nana me dit au téléphone, est-ce que vous accepteriez de tourner pour MC Solar? Alors j'ai dit, écoutez, j'en sais rien, je ne vais pas à la télé, parce que pour moi c'était M6 au large, pas quoi, enfin une émission quelconque. Je dis, je sais pas, je vais pas à la télé, donc je peux pas vous dire. Il m'a dit, non, mais M6 au large. J'ai dit, oui, mais justement, je peux pas vous dire, je vais pas à la télé. Il m'a dit, mais c'est un chanteur. J'ai dit, ah bon, bah écoutez, pourquoi pas, mais je ne connaissais pas du tout. Et après, j'ai raconté l'anecdote à mon fils. Il m'a dit, tu dois être le seul Français à ne pas savoir qui est MC Solar. On rêve des fonds du FMI, mais au fond, c'est que les familles sont souvent proches du RMI. Parce qu'il y a une chose que je pense qui est importante, c'est le fait de ne pas avoir un regard de commentaires sur ce qu'on fait. Quand on le fait, il faut le faire à fond et jouer le jeu vraiment de l'œuvre dans laquelle on est, du réalisateur avec lequel on est, du projet. Il m'est arrivé de faire des spectacles, et la preuve, ceux-là, c'est bien les miens. Mais là, c'est carte blanche à moi-même. Mais quand je suis comédien au service d'un projet qui n'est pas le mien, je joue le jeu de ce projet-là.
suis passé aussi en quelques jours de l'opérette, parce que j'ai fait de l'opérette aussi à l'auditorium avec le directeur de l'époque qui était Jean Aster, qui était un homme absolument adorable. Et donc j'ai fait de l'opérette, et 2 jours après, je reprenais une tragédie, justement un spectacle dans lequel j'étais comédien, c'est tout, qui était déjà Andromaque, mais dans laquelle je n'étais que Pyrrhus. Et je me souviens très bien d'ailleurs d'avoir croisé un de mes collègues comédiens qui me demande qu'est-ce que tu fais. Je lui dis ben voilà, je finis, c'était La Veuve Joyeuse à l'auditorium, et je repars en tournée avec Andromaque. Et j'ai vu dans l'œil de mon collègue, quand je lui dis que je faisais de l'opérette, l'œil consterné. Et ce pauvre avocat, il fait tout et n'importe quoi. Il va vraiment là où ça paye. Et tu vois le côté... je n'appartenais pas à une chapelle idéologique sur le théâtre, à une de ces familles. C'est quelqu'un que je trouve vraiment tout à fait passionnant parce que hors cadre, hors norme, très personnel, enfin qui a un parcours véritablement personnel et intime comme ça, et ça c'est quelque chose que j'admire beaucoup. En même temps, sur le plateau, c'est quelqu'un d'une très grande souplesse et un acteur extraordinairement en même temps doué et en même temps discipliné. J'aime, je l'avouerai, cet orgueil généreux qui jamais n'a fléchi sous le joug amoureux. Phèdre en vain sonnerait des soupirs de Thésée. Pour moi, je suis plus fier et fuis la gloire aisée d'arracher un hommage à 1000 autres offerts et d'entrer dans un cœur de toutes parts ouvert. Mais de faire réfléchir un courage inflexible, de porter la douleur dans une âme insensible. Quand je vois Jean-Marc et que je vois son travail, je pense irrésistiblement à un personnage que j'adore, parce que j'ai fait un spectacle à propos de lui, c'est le curé d'Ars. Il y avait chez le curé d'Ars cette même extrémisme de convaincre l'autre. Et d'ailleurs, on a beaucoup reproché au curé d'Ars qu'il insultait pratiquement ses paroissiens, il les traitait de tout, il les engueulait, quand il les confessait, c'était l'horreur. Et Jean-Marc, il a cet extrémisme de convaincre l'autre. Dans le fond de mon cœur, vous ne pouviez pas lire. À votre inimitié, j'ai pris soin de m'offrir. Au port que j'habitais, je n'ai pu vous souffrir. En public, en secret, contre vous déclarer. J'ai voulu, par des mères, en être séparés. J'ai même défendu, par une expresse loi, qu'on n'osa prononcer votre nom devant moi. Si, pourtant, à l'offense on mesure la peine, si la haine peut seule attirer votre haine, jamais femme ne fut plus digne de pitié et moins digne, Seigneur, de votre inimitié. Quand le soir, je me promène dans les couloirs et que j'entends cette voix de Jean-Marc qui résonne dans ce théâtre, et je me dis, mais il est fou, il va mourir à force, il va mourir de porter Racine avec ce cœur-là. Donc évidemment, la parole de Jean-Marc, elle est unique, et on voit bien, les gens, ils lui font un triomphe absolu. C'est-à-dire, il y a des soirs, ça dure 7-8 minutes d'applaudissements, parce que les gens, ils ont du mal à s'en remettre. Et ils sentent bien que non seulement il fait don d'une œuvre, qui est l'œuvre de Racine, en toute sincérité, en toute rigueur, mais en même temps, il fait un peu don de sa vie.
on fait très attention de mélanger les publics. Et du coup, évidemment, les jeunes, ils tiennent pas en place, donc ils ont été formidables, ils lui ont fait un triomphe, mais ils bougent un peu. Et il me disait, là, j'ai été chercher en moi, pour les fixer encore mieux, du danger. C'est-à-dire qu'il se met physiquement en danger. Putain de salopard. Je sais pas s'il y a du son là. Un petit peu. Connard de lycéen. Connard. Putain. Ils sont pas attentifs, non? Ils ont beaucoup de mal à rester 2 heures concentrés sur un truc. Puis alors, maintenant le portable, même si ça fait partie de l'individu, le portable. Quand ils ont besoin de voir l'heure, ils allument le portable, cette putain de petite lumière de merde. J'ai envie de leur casser la gueule de temps en temps. Là. Mais c'est aussi parce que ça va se calmer. Ça, je l'attends depuis un moment. Le soir, il va manger sa soupe après le spectacle, il écoute de la musique jusqu'à 2h, 3h du matin, il se repose jusqu'à 11h, il va manger une petite chose, il revient, il se repose de 14h30 à 17h30, il vient ici au théâtre, il se redit les 2 premiers actes de Phèdre, quelques minutes avant la représentation, il se dit le premier, et après il joue. C'est des types qui font œuvre de leur propre vie et de leur propre corps. Oui, et surtout qu'il n'y a pas... Non, je pense que pour moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu de plus physiquement, intellectuellement et émotionnellement intense au théâtre. Et effectivement, d'autant que la préparation qu'il y a avant la représentation est déjà aussi un entraînement. Enfin, à partir de 3 heures de l'après-midi, je ne vis plus, je ne vis qu'en fonction du rendez-vous du soir. Et comme disent les sportifs, le soir, je donne tout. J'ai tout donné, donc... Je suis même en état de superstition névrotique. Je suis tout à fait névrosé quand je joue ça avec je suis très superstitieux. Il ne s'agit pas de déranger le rituel parce qu'on ne sait pas où on va. Jean-Marc est quelqu'un d'extrêmement superstitieux. Il ne peut pas rentrer en scène sans toucher du bois. Jean-Marc est quelqu'un de traqueur au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Mais au-delà de ce que vous pouvez imaginer. En plus, maniaque, consciencieux, professionnel, et il n'y a pas une représentation sans qu'avant il fasse une italienne complète du texte. Donc je mange tous les jours la même chose, à la même heure, même si ça commence à me faire chier au bout de la 30e, mais non, on ne sait jamais, il ne faut pas... Et l'effort physique, après, est très important, parce que comme l'a écrit une autre critique, encore une dame, avocat qui a maintenant un âge certain. Donc, avec mon âge certain, ce qui est vrai, je vais au charbon.
c'est vraiment quelques mois de ma vie entièrement consacrés à ça, mais j'ai pas du tout envie de fonder une secte, d'en être le grand prêtre non, quand ça sera terminé, j'irai faire. Là, j'ai une vie tellement monacale qu'elle l'est dans tous les domaines, et qu'il y a des moments où ça commence à me gonfler. Et quand ça sera fini, non, je peux du tout. Je n'ai pas une mission divine, pas du tout, ni même littéraire. Hein, je reste quelqu'un de vivant. Allons, de ce cher fils, embrasser ce qui reste, expier la fureur d'un vœu que je déteste. Rendons-lui les honneurs qu'il a trop mérités, et, pour mieux apaiser ses mânes irrités, que, malgré les complots d'une injuste famille, son amante, aujourd'hui, me tienne lieu de fille.